Courtois, au centre de l'île Forwood, et Emmanuel Soulias, voilà, Soulias, je vais dire Soulias, non, ça ne va pas, ce sera Soulias, de Enercoop, et on ajoute en plus un nouvel acteur. Nous accueillons Claude Ruffat, qui est président de Biocoop. Donc voilà, je propose de commencer par vous, comme ça on va vous connaître tout autant que nos deux autres invités. Pour rappel, nous allons échanger tous les quatre autour de l'idée de l'impact de l'ESS. Concrètement, qu'est-ce qui se passe et en quoi est-ce que ça a vraiment un impact pour l'avenir? Qu'est-ce qui arrivera demain et en quoi l'ESS peut contribuer à ce qu'on ait un avenir qui soit peut-être plus durable, plus sain et plus souhaitable pour tous? Parce que finalement, l'avenir, on ne l'attend pas, on le crée. Donc avec vous, Claude, nous sommes surtout sur une thématique, et bien sur tout ce qui est agriculture, alimentation, etc. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Biocoop et de l'impact que vous avez aujourd'hui? Je crois que vous avez le micro là, et je pense que c'est Emmanuel qui m'a fait le micro. Voilà, c'est bon. Alors, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Pour présenter Biocoop rapidement, donc c'est un mouvement d'idées qui a déjà plus de 40 ans et concrètement c'est une entreprise qui a à peine plus de 10 ans. Mouvement d'idées qui a plus de 40 ans parce que le mouvement prend racine à un moment où il y a un mouvement important qui arrive en Europe et en France particulièrement. C'est un changement dans le modèle de production en agriculture. On passe d'une agriculture très traditionnelle à une agriculture qui se modernise, mais pour se moderniser, qui utilise la mécanisation, c'est intéressant, et la chimie. Et à ce moment-là, il y a des acteurs à l'époque, très peu nombreux, mais qui posent la question de l'avenir de ce modèle d'agriculture en devenir avec autant de chimie, notamment pour la viabilité des sols. Donc là, on a des vétérinaires, des ingénieurs agro, des paysans qui ne veulent pas suivre ce modèle-là et qui écrivent ce qu'on pourrait appeler maintenant un cahier des charges, un cahier des charges d'une agronomie durable. Les règles d'une agronomie durable, ce qui devient après d'ailleurs, ce qui viendra plus tard, le cahier des charges de l'agriculture biologique. Puis il y a un autre phénomène qui arrive aussi en France en même temps, ou à peu près, c'est la grande distribution, les supermarchés qui s'implantent avec une consommation qui prend une toute autre tournure et d'une économie, d'une consommation très économe et très prudente principalement pour manque de moyens. On sort de la guerre, les moyens financiers des familles et des gens en général sont plutôt modestes. Et donc on a une consommation qui là est en train d'exploser complètement parce que la grande distribution arrive à mettre des biens de consommation à disposition sur le marché à des prix qui baissent énormément. Donc, et là il y a des gens aussi qui se posent la question de l'avenir de ce modèle de consommation et qui déjà dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, disent mais les ressources de la planète infinie, c'est pas vrai. Un jour, on verra que c'est une erreur que de partir sur cette idée-là. Alors, il faut remettre un peu ça dans le contexte de l'époque. Dans les années 60-70, pour les gens, la Terre, elle était grande, voire très grande. Parce qu'on se déplaçait beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce que les moyens de transport étaient plus lents, et que dans les têtes, la planète était tellement grande qu'on pouvait facilement imaginer que les ressources étaient infinies. Et de temps passant, et 40 ans plus tard, évidemment, le paysage a pris toute autre tournure. Vous voyez comment maintenant on a une idée de ce qu'est la planète, etc. Dans le commun des gens, tout le monde a une idée de ce qu'est la planète, etc. Donc on n'a pas de mal à imaginer que, ce qui nous arrive d'ailleurs, que les ressources ne sont pas si infinies que ça, et qu'en tout cas, on a à modérer nos expressions dans la consommation, notamment dans les résidus. Donc c'est là que la notion d'économie circulaire arrive par opposition à l'économie linéaire, l'économie linéaire qui prélève des ressources, crée des biens et jette ces biens une fois qu'ils sont usagés, alors que l'économie circulaire, on reprend le résidu de quelqu'un et toujours la matière première du suivant, etc. Et on a un circuit complètement différent qui est en train de s'installer. Donc c'est cette économie-là qui se recherche à travers d'autres modèles. Donc Biocoop trouve ces origines-là, et la particularité c'est quoi?
eh ben, c'est que les consommateurs qui voulaient des produits de qualité bio devaient aller les chercher chez les producteurs, parce qu'il n'y en avait pas sur le marché. Puis les producteurs qui avaient des productions et des produits à vendre, ben, ils n'avaient pas de marché, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour les vendre, donc ils étaient contents que les consommateurs viennent chez eux. Et cette relation directe qui s'est créée, et cette promesse qui s'est faite entre ces deux acteurs, les producteurs et les consommateurs, est restée dans la durée, et la naissance de Biocoop, un peu plus tard, dans les années 80, a scellé cette promesse, et aujourd'hui, on a construit notre modèle autour de cette relation-là et de ce besoin-là entre différents acteurs. Et donc, Biocoop s'est créé sur la nécessité de mettre les acteurs en coopération. C'est ce qui fait le modèle tout à fait atypique, qui s'est fondé en fait sur 3 valeurs fondamentales, fondatrices de Biocoop. La coopération, mettre les acteurs en coopération ensemble pour que les uns et les autres puissent vivre durablement de leur activité, par opposition à la compétition où vous savez ce qu'il en est. La deuxième valeur qui a fondé Biocoop et qui a fait tout le travail qu'on a continué de faire sur la durée et qu'on fait encore aujourd'hui, c'est la notion d'équité au sens commerce équitable du terme, au sens plus juste répartition de la valeur ajoutée du terme, et au sens recherche du juste prix, du producteur au consommateur. Le juste prix pour le consommateur, c'est pas forcément le prix le plus bas, c'est le prix qui va lui permettre d'avoir le produit longtemps. Et le juste prix pour le producteur, c'est de pouvoir vivre normalement de son métier, etc. Donc, et ça, c'est une recherche et un équilibre à trouver qui est évidemment compliqué, surtout dans une société à économie libérale où la règle du jeu, c'est la compétition et la course à la baisse des prix à tous les niveaux. Et on dit toujours baisse des prix, mais on ne regarde pas ce que ça donne sur la qualité des produits. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis la troisième valeur qui a construit et qui a fondé notre action, c'est la transparence. C'est-à-dire que les acteurs posent les éléments sur la table en toute transparence sur les besoins de marge, sur les coûts, etc. Et sur le fait de dire ce qu'on va avoir besoin, pas la semaine prochaine, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, pour que tous les acteurs puissent se préparer à répondre à ces besoins à ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement important. C'est tout à fait opposé à ce qu'on connaît aujourd'hui généralement, de cette notion de transparence et d'annoncer à l'avance ses besoins pour que les autres puissent se préparer à y répondre. Ça, c'est fondamental pour construire une économie durable. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas parler d'économie durable et on peut pas avancer là-dedans. Donc, sur ces 3 valeurs, on a fondé l'ensemble de notre modèle qui fonctionne aujourd'hui et qui est scellé dans une charte qui a été écrite au début de la construction de Biocoop en 86, et charte qui n'a pas bougé depuis ce moment-là et qui est restée basée sur ces valeurs-là et qui a fait la construction de ce qu'on est aujourd'hui. De quelques centaines d'acteurs qui étaient convaincus de ces idées-là il y a plus de 40 ans, aujourd'hui, c'est devenu une vraie économie, puisqu'il y a plus de 25 000 agriculteurs bio, 27 000 agriculteurs bio en France, qu'il y a plus de 15 000 entreprises bio fabriquant des produits en France, qu'il y a plus de 130 000 hectares de surface agricole utile destinée à la bio pour Biocoop. En tout, il y en a 1 million d'hectares, un peu plus en France, et beaucoup de création d'emplois autour de cette économie-là, puisque l'agriculture biologique crée 2,5 fois plus d'emplois que l'agriculture conventionnelle. Donc on voit bien qu'on est sur un modèle de société, un modèle économique qui est assez différent et différenciant de ce qu'on connaît dans l'agriculture conventionnelle habituelle et le mode de commerce qui met en marché les biens alimentaires autour de vous. Voilà, ça c'est pour dire un petit peu toute sur quoi on s'est appuyé pour construire ce qu'on a construit. Ça, on le met en œuvre même dans la fabrication de nos produits. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des choix. Chez nous, les choix, c'est des produits de saison, pas de contre-saison. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est des produits de mauvaise qualité et en plus, des produits qui viennent de loin. Ce qui nous a amené à dire, par exemple, pas de produits qui viennent de l'hémisphère sud. Pourquoi? Parce qu'on peut à peu près trouver toutes les matières premières agricoles dont on a besoin dans notre alimentation dans l'hémisphère nord. Ça, c'est une question de cohérence en poids de CO2 dans l'assiette du consommateur. Donc ça aussi, c'est un vrai choix. Pas de transport par avion, parce que le transport par avion pollue beaucoup plus que les autres modèles de transport. Donc on l'a rayé, ça fait partie de notre cahier des charges que de ne pas utiliser ce mode de transport-là.
Alors, après, pas d'OGM, pas de pesticides, etc., évidemment, c'est l'essence même de la bio. En quoi la bio est un vrai modèle d'économie circulaire? Justement, une ferme en bio peut vivre en autonomie. C'est-à-dire que si on a une biodiversité suffisante, et qu'on a la matière organique suffisante venant de l'élevage pour pouvoir faire du compost qu'on va remettre sur les terres, etc., eh ben, on a une économie qui est complètement circulaire en fonction des types de production qu'on va pouvoir mettre en place sur la ferme et dans le modèle agricole. Donc à ce titre-là aussi, c'est par opposition à la monoculture qui, elle est exportatrice de richesse du sol, mais ne remet pas d'intrants dans le sol, ce qui veut dire qu'on en remet par de la chimie, mais par de la chimie, on n'en met que un peu de richesse pour le sol, puisque la chimie nourrit directement la plante, alors qu'en bio, on dit qu'on nourrit le sol qui va nourrir la plante. Donc à ce titre-là aussi, le système agronomique est mieux respecté dans ce qu'il est originellement, et il est capable de produire une production alimentaire de qualité avec ce cycle-là. Donc voilà, je prends quelques exemples flash un petit peu pour éclairer le propos et pour dire pourquoi c'est de l'économie circulaire, pourquoi c'est vertueux, et la création d'emplois qui va avec. Et après, dans le modèle qu'on a choisi aussi dans d'autres domaines que celui de la production, je dis qu'on avait choisi un modèle d'agriculture en présentant les choses comme je les ai présentées, c'est-à-dire que chez Biocop, on a des petites fermes qu'on a appelées une agriculture bio, paysanne et de proximité, parce que le local est important aussi dans cette notion-là. Et ça, c'est par opposition aux fermes industrielles, à la ferme des 1000 vaches, vous en avez entendu parler parce que ça a occupé les médias à certains moments, même si ce n'est pas votre cœur de formation et de préoccupation premier. Et donc ça, c'est bien un modèle d'agriculture qu'on choisit quand on pose ces éléments-là. Mais on a choisi aussi un modèle de commerce, avec le commerce équitable, puisque un quart de l'activité de Biocop, aujourd'hui, 25%, c'est du commerce équitable, au sud comme au nord. Ça aussi, c'est un vrai choix, et c'est un choix qu'il faut porter, parce que quand vous mettez des bananes du commerce équitable, du café du commerce équitable, etc., dans les rayons, et que c'est en général plus cher que les autres produits, même bio, que bio et équitable, c'est plus cher que bio, ça veut dire que les magasins doivent porter ça auprès des consommateurs en termes de valeur. C'est-à-dire qu'il faut le porter et le partager. Donc c'est une question militante là-dedans pour accepter ce type de commerce-là et d'accepter de porter ce type de commerce-là. Donc les sociétaires qui nous rejoignent et qui créent des magasins, c'est dans cet état d'esprit-là qu'ils nous rejoignent. Sinon, ils n'en prennent pas d'ailleurs, parce qu'on ne les prend pas. Et puis un troisième modèle d'économie qu'on a choisi, c'est l'économie sociale et solidaire. Et parce que pour nous, ça a une vraie valeur ajoutée dans le cycle de richesse. Et c'est pour ça que le local et que le maintien des entreprises TPE, PME sur les territoires, c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc de choisir des fabricants de produits qui sont présents sur les territoires, autour des bassins de consommation. Autant on a voulu faire le maillage du territoire en magasin, parce qu'on a occupé des magasins de proximité pour s'approcher des consommateurs, autant maintenant on fait aussi le maillage du territoire en groupement de producteurs de proximité pour faire en sorte que les produits soient vraiment relocalisés et créer ces filières locales, parce qu'elles ont disparu du paysage dans le modèle agricole dominant. Donc maintenant, il faut les refaire, il faut les recréer. Donc là, il y a à investir aussi dans ces schémas. Donc voilà, avec tous ces choix, ça crée un modèle économique. Et quand les consommateurs font les courses chez Biocop ou s'ils les font ailleurs, ils font un choix de modèle de société ou un autre. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je porte beaucoup, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui va créer l'avenir pour nous tous, en fait, dans l'économie d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, que d'avoir conscience de ces choix-là et de les porter dans son quotidien. Voilà. Alors pour conclure, quel est le modèle de société, le modèle de consommation que vous souhaiteriez avoir par exemple en 2050 ? Qu'est-ce que vous voulez que les personnes qui sont là fassent en 2050 du point de vue de la consommation ? 2050, c'est 50% de la société en bio. Donc, dire 50% de l'agriculture est vraiment passée en bio, et que dans les modes de consommation en général, dans les produits alimentaires dans les rayons de tout type de magasins, pas que dans les magasins spécialisés, soit au moins la moitié des produits qui sont en bio.
Et puis à la cantine, dans la restauration publique, la restauration scolaire, bah là, je mettrais la barre bio, hein, c'est 80% de l'alimentation bio pour nos jeunes, pour les enfants, etc. Donc c'est ça l'économie, moi, dont je rêve. Et puis une France à 1 million de paysans plutôt qu'une France à 50 000 paysans comme d'autres arrivent aujourd'hui. Et le chemin sur lequel je vais. Et alors comment on crée des vocations d'agriculteurs, de paysans aujourd'hui? Parce que j'ai cru comprendre qu'on en avait de moins en moins et qu'on en avait de plus en plus besoin pour autant. Peut-être qu'on a des âmes d'agriculteurs dans la salle, c'est en jamais. Et ben ça, c'est en train de s'inverser en fait. La notion d'agriculture. L'agriculture a jusqu'à maintenant fonctionné très en vase clos, c'est-à-dire qu'on était paysan, fils de paysan, etc. et que la transmission, elle se faisait comme ça. Et les choses sont en train de bouger, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux. Donc nécessairement arrive un moment où le fait de reprendre une ferme concerne un cercle qui est plus large que le cercle familial. Donc ça commence à bouger. Et on voit énormément de projets, notamment avec des petites unités de production, avec un modèle agricole qui s'appelle la permaculture, qui permet une accessibilité sur peu de surface, donc c'est plus facilement accessible financièrement, de vraiment produire. Et là, moi, je suis étonné de voir de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce modèle-là et qui s'en emparent. Je ne sais pas si vous avez vu le film Demain, qui est sorti il y a quelques temps, qui est très inspirant et qui évoque des projets comme ça à travers le monde. C'est sidérant de voir à quelle vitesse et qui sont les porteurs de ces projets. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas fait d'études, c'est en général ceux qui ont fait beaucoup d'études et qui se promettaient à travailler dans des grandes sociétés, etc., qui reviennent à des basiques et qui se remettent dans des modèles de production comme ça. Et c'est les modèles de production d'agriculture qui sont les plus productifs du monde. Parce que c'est une agriculture manuelle, avec des cultures associées, et c'est là qu'on a la plus forte diversité et la plus forte quantité de matières alimentaires consommables au mètre carré qui est produit. Donc la permaculture, un secteur d'avenir à explorer. Merci. L'agriculture et la permaculture parmi les modes d'agriculture. Parmi les nombreux qu'on a encore à découvrir de notre côté. Merci. Et alors Emmanuel, toi qui... Enercoop est un des partenaires, il me semble, du club, donc vous devez avoir certains enjeux en commun. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu espères pour demain? Est-ce que tu es optimiste? Il fonctionne. Est-ce que tu es optimiste sur le monde de demain? Et qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir? En tout cas sur les thématiques d'énergie sur lesquelles tu as une certaine expertise. C'est une vaste question. Alors, sur la question de l'énergie, je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, mais aujourd'hui, on a une maturité technologique et financière de ces nouvelles technologies qui fait qu'il y a tout lieu d'être confiant, puisque les investisseurs eux-mêmes se désengagent des fossiles et du nucléaire pour investir dans les renouvelables. Donc, il y a une espèce de pragmatisme qui est en train de se mettre en place collectif, qui fait que ce segment-là va se développer. Après, c'est pas tout que les énergies renouvelables se développent, il faut qu'elles se développent bien. Il faut qu'elle se développe de manière partagée, il faut qu'elle se développe de manière adaptée aux besoins, il faut que ce soit les bonnes technologies aux bons endroits et que ça réponde aux vrais besoins des consommateurs finaux. Donc nous on est plutôt confiants en réalité, puisqu'il y a des signaux qui sont posés. On a adopté en France une loi sur la transition énergétique qui fixe un cap. Alors c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, mais il faut toujours engranger les succès, il faut toujours voir les crans qui sont mis en place. Il y a une dynamique qui est mise en place. Il y a une prise de conscience collective quand même du grand public sur ces questions-là. Et aujourd'hui, on a suffisamment, avec les nouvelles technologies, les films, demain, effectivement, un très très bon film, on a l'honneur, et vous aussi, je crois, d'en être partenaire, et c'est super. On sait aujourd'hui que, eh bien, quand on consomme du fuel ou du pétrole, on sait d'où il est extrait, comment il est extrait, à quel prix il est extrait, c'est-à-dire un prix environnemental, un prix social, souvent des prix éthiques forts, et je pense notamment au pétrole, au gaz de schiste, mais aussi à l'uranium, pour aller sécuriser ces ressources-là. On est quand même collectivement prêts, depuis de nombreuses années, à aller faire des guerres, à faire des renversements démocratiques, et puis à exclure, voire faire des génocides à certains endroits. Donc tout ça, quand même, globalement, tout le monde en a conscience. L'enjeu, et pour reprendre le terme qui a été pris tout à l'heure par Mounir, c'est de ne pas être trop flemmard vis-à-vis de ça, c'est-à-dire se dire, je vois bien quand même que globalement, sur la question énergétique, on marche sur la tête. En revanche, pour agir, c'est un peu compliqué, parce que c'est un impact sur mes choix de mobilité, c'est un impact sur la manière dont j'aménage mon habitat, c'est un impact sur mes usages aussi.
Ça veut dire qu'il faut que je sois un peu plus sobre, que je sois un peu plus efficace. Il ne faut pas que je laisse allumer la lumière tout le temps parce que ça ne sert à rien. Il ne faut pas que je chauffe à 26 degrés, ça ne sert à rien. Tout ça, ça demande quand même des comportements et des changements de comportement. Et on sait que l'être humain, c'est là où le bas blesse, quoi, parce qu'il n'a pas envie de s'emmerder, parce qu'il rentre le soir du boulot, il est fatigué. Et voilà. Mais malgré tout, cette prise de conscience, elle est en train d'être prise. Il y a des dynamiques de plus en plus vertueuses. Évidemment, les jeunes générations sont plus à même de porter ça, parce qu'on leur en aura parlé pendant leur formation, et dès le plus jeune âge maintenant. Et ce que moi j'ai pas vécu, et que vous n'avez peut-être pas vécu, c'est la question énergétique, on n'en parlait pas beaucoup. Les fils qui ont 15 ans et 13 ans, mon fils dans ce monde-là, et le thème de l'histoire géo, c'est le développement durable. Donc tout est autour de ça. Donc je pense qu'il y a lieu d'être confiant et de voir les choses se mettre en place. Après, sur la question plus large que la question énergétique, je pense qu'il faut qu'on arrive à un mode de prise de conscience et de décision au quotidien, notamment de décision d'achat, qui est de dire à chaque fois que j'achète un bien, le matériel et l'immatériel, il faut que je puisse savoir comment est constitué son prix, c'est-à-dire quand je paye 1 euro, qui je rémunère derrière, qui travaille pour produire ce bien, où est-ce qu'il est et combien il est payé, et puis quels sont les impacts environnementaux. Et ça, c'est pas simple, hein. Il y a tout un tas d'initiatives sur l'étiquetage environnemental, l'étiquetage social, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, essayent de répondre à ça. On n'est pas encore tout à fait arrivé au truc, c'est ce que je disais, c'est compliqué en fait. Quand on va acheter une bouteille d'eau, c'est le prix qui nous intéresse, c'est full stop. Mais il faut qu'on arrive à avoir suffisamment d'informations pour qu'en âme et conscience, le citoyen, l'entreprise, la collectivité, quand elle fait un choix d'achat, elle sait que derrière, son choix n'est pas du tout anodin. Il y a des impacts sociaux, il y a des impacts environnementaux, et puis il y a d'autres choix qui auraient pu être faits. Et d'où l'intérêt de valoriser toutes les initiatives qui sont alternatives, toutes les initiatives qui portent un autre modèle de société, qui sont peu connues. C'est pour ça que des événements comme ceci et tous ceux qui ont lieu en ce moment, ils sont hyper importants, parce qu'il y a plein d'initiatives vertueuses qui visent à changer le monde et qui visent justement à donner du sens à ce qu'on fait. Mais il faut qu'elles soient connues, il faut qu'elles soient sues. Voilà, et je parle juste parce que je parle d'éducation. En fait, j'étais un peu furieux ce matin parce que il y a un parent d'élève d'un des enfants là, qui a envoyé un mail qui a circulé. Il y a une proposition qui est faite à l'éducation nationale et qui commence à arriver dans les collèges ou les lycées, où c'est Total qui explique les enjeux de l'énergie. Je me dis, c'est super qu'on parle des enjeux de l'énergie, mais que ce soit Total qui explique aux jeunes générations les enjeux de l'énergie, c'est emmerdant. Et donc ça serait bien que ce soit des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des entrepreneurs sociaux. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se regroupent, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la puissance d'agir qu'ont les grands groupes et qui n'ont pas individuellement. Mais il faudrait que collectivement, il y ait cette capacité à ce que le grand public, les enseignants, les élèves, tout le monde puisse avoir une visibilité sur toutes ces initiatives qui sont quand même géniales en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a tout lieu d'être optimiste. C'est une réponse qui me rassure beaucoup. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec l'idée qu'il y a déjà beaucoup de belles initiatives qui existent. Souvent, en tout cas quand on connaît peu l'ESS, on a tendance à dire que tout va mal, qu'il n'y a que des problèmes, alors qu'en fait il y a énormément de solutions qui existent et qu'elles valent le coup d'être amplifiées. Et un des outils qui permet d'amplifier ces initiatives, c'est bien le numérique, Jean-Philippe. Vous qui êtes à un poste à responsabilité chez Microsoft, vous pouvez voir à quel point le numérique peut aider à développer certaines initiatives sociales. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et est-ce que vous parliez tout à l'heure du fait que voilà, le numérique transformait vraiment les entreprises actuelles, les grandes entreprises, mais aussi les startups. Vous nous parliez de vos lauréats du prix Gabriel Forwood. Ça transforme beaucoup de choses, peut-être pour le mieux? J'espère, oui, pour le bien. Oui, je rebondis d'ailleurs sur la discussion, parce que parmi les 100 candidats, on avait 11 d'entre eux qui étaient dans le secteur agricole ou bio. Pour vous dire, il y en avait 11, dont 3 projets. 11 parmi 100, c'est ça? Oui, dont 3 ou 4 projets de permaculture sur la structure de 1 hectare qui est connue et qui est modélisée avec plein de services innovants autour, de projets, et des jeunes qui ne viennent pas du tout de formation agricole, mais qui ont bon vent, qui ont passé 6 mois dans une ferme, qui sont passionnés par le sujet, qui se sont très concernés par ça. Comme quoi le manque d'expérience ne doit pas être un frein pour passer à l'action. Non, parce qu'ils ont un état d'esprit qu'on appelle le growth mindset, disons. Le growth mindset, c'est l'état d'esprit de vouloir apprendre en permanence.
C'est en fait le nom d'un ouvrage, je le dis en anglais parce qu'en français c'est difficile à traduire. Growth mindset, l'esprit de croissance, ça ne résonne pas en français. C'est une psychologue qui s'appelle Carol Dweck, qui est solide, qui a très bon livre, et qui a étudié à la fois des jeunes, des moins jeunes, des sportifs, notamment elle a étudié le comportement entre un Federer et un McEnroe. McEnroe, pour ceux qui se rappellent de leur génération, c'était un joueur de tennis assez génial, mais qui avait des sautes d'humeur effroyables. Enfin bon, il cassait ses raquettes, il avait des numéros de pas possible. Et finalement, il n'a jamais gagné beaucoup de titres dans la réalité. Et pourquoi? Parce qu'il prétendait tout savoir déjà. Donc il ne se prenait pas autant qu'un Federer, il ne remettait pas ses coups en question, pratiquait pas, parce que pour lui, il était au sommet déjà, et bon, il jouait comme ça, puis c'était son numéro, puis voilà, il avait son caractère, il pensait qu'elle sait, et tout est bien bon, déjà tout est bon. Mais c'est la même réalité, je fais cette digression pour dire, on trouve des jeunes et des moins jeunes qui ont cet esprit d'aller apprendre tout, qui s'oppose à ceux qui savent tout. Donc c'est une grosse différence. Je veux dire, c'est pas une question de diplôme, d'âge ou d'autre. Il y a des gens, vous les voyez dans le comportement, qui sont toujours prêts à apprendre quelque chose de nouveau, d'autre, et dans une expérience nouvelle. Ils vont prendre des risques, ils vont se remettre en question, ils vont apprendre de nouvelles langues, ils vont apprendre à jouer du piano, ils vont apprendre je sais pas quoi faire, de nouveaux choses, de nouvelles disciplines. Puis il y en a d'autres, ils s'installent un peu dans la routine. C'était un peu l'image de Simpson de Mounir tout à l'heure. C'était la paresse, mais bon, voilà, parce que finalement, c'est la vie, on sait faire un truc, on va continuer à le faire toute sa vie, et c'est bien comme ça. Je ferme la parenthèse, mais c'est important parce que je pense dans toutes ces innovations que j'ai pu voir, et qui sont remarquables, dans ces jeunes et d'autres organisations, il y a vraiment cet état d'esprit qui est fondamentalement différent. Et après, c'est pour faire du positif. Alors, la technologie, bon, je suis un peu biaisé parce que j'y ai grandi depuis pas mal d'années, je le vois toujours, peut avoir un impact considérable. C'est pas une fin en soi. Il y a un terme d'ailleurs qui est utilisé, c'est tech for good. Bon, c'est devenu tech for good, technology for good, c'est vraiment un terme utilisé maintenant de manière un peu conventionnelle pour parler de tous les usages de la technologie pour le bien. Soit au sein d'entreprises, d'organisations humanitaires, à titre individuel, ça croise tous les pans de la société. Et là, on s'aperçoit qu'on peut faire des choses remarquables. Je parle de mes jeunes, Kayoum tout à l'heure, Kayoum sur son projet de... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un projet où il va aller chercher, exposer par des données, des métadonnées qu'il a dans des CV, sur LinkedIn, sur des réseaux sociaux ou autres, sur des personnes, leur personnalité, ce qu'elles aiment faire, leur passion, leurs compétences, et elle va faire parler ces données face à un descriptif de poste, comme on l'appelle. D'accord? Donc, c'est la base pour l'entreprise de recruter des gens, on va essayer de trouver le match, après on interviewe les personnes. Avant d'interviewer les personnes, on a s'appuie, super long, vous recevez, copier de CV, machin, etc. Et la lecture d'un CV ressemble malgré tout à beaucoup d'autres CV. Hein. Ça, faut le savoir. Bon, et donc lui, il apporte de l'intelligence technologique pour faire apparaître un match, surtout pour des non-cadres, donc des gens qui ont des jobs de caissier, de caissière dans des magasins, par exemple, si vous vous intéressez, je l'introduirai, il sera content. Et de se rendre compte que telle expérience, et tel vécu, et tel professionnalisé et tout, peut avoir un excellent fit avec tel job. Et donc d'éviter plein d'erreurs de casting. Je sais que ça coûte très cher aux entreprises, et je sais que Pôle emploi, les agences de l'emploi en ont bien besoin. Parce qu'on s'aperçoit que le nombre d'offres qui sont présentées à des personnes en situation de chômage et qui ne trouvent pas de demande de l'autre côté, c'est terrible, quoi. L'équation entre l'offre et l'emploi. C'est un exemple. Après, il y a des exemples liés à la santé, évidemment. Il y a des choses incroyables qui sont faites aujourd'hui avec des technologies pour, par exemple, en Inde, une organisation sociale pour la vision, et qui permet à la fois de faire un diagnostic à distance très précis de problèmes de vision, et puis après de fabriquer des verres à un prix dérisoire, tout en vendant des verres à un prix plus élevé à des personnes qui peuvent les payer, qui permettent de financer des verres à un prix très faible pour ceux qui n'ont pas les moyens économiques de le faire. Vous trouvez d'ailleurs souvent ces modèles dans ces entreprises sociales, parce que c'est des vrais business, il faut le dire. Hein. C'est des business. Et le profit n'est pas un mot à bannir, hein, parce que l'entreprise, donc j'essaie de réconcilier les deux d'une certaine manière. Le profit, il peut être réinvesti, c'est la différence de l'entreprise sociale. Hein, je vous en avais parlé, il y a des formes après juridiques très différentes, coopératives, mutuelles, associations, fondations, SAS peut être une entreprise sociale, dépendant avec une gouvernance, elle concerne la gouvernance, c'est-à-dire effectivement la manière dont les décisions sont prises par un certain nombre d'acteurs. Deuxièmement,
sur l'utilisation du profit qui est dégagé pour que la majorité, voire la totalité, soit réinvestie pour maximiser l'impact social. C'est ça, c'est la grande différence avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec une entreprise où les profits sont distribués aux actionnaires pour les payer et rémunérer l'investissement capital qu'ils ont fait. Ben là, c'est réinvesti pour que l'organisation sociale se développe encore plus, crée des emplois et un impact social plus grand. Et troisièmement, elle se mesure sa performance, pas par du profit, mais par l'impact social, qui est une discipline en soi qui se développe beaucoup actuellement, qui n'est pas simple, qui est le fait de dire comment on mesure son succès, finalement. Et ben, selon le domaine dans lequel on est, là, vous en avez très bien parlé, il y a des succès qui peuvent être liés à la consommation alimentaire et la provenance de cette consommation alimentaire, qui a des effets induits, on en est tous conscients, sur la santé des Français, parce que quelque part, en fonction de la qualité de la nourriture, vous avez des problèmes de santé plus ou moins importants au fil des années, etc. Et donc chaque entreprise sociale doit se poser cette question de savoir mesurer l'impact dans sa chaîne de valeur. Comme une entreprise en a, mais différemment, et là c'est pour faire du bien sur de l'énergie, sur de l'alimentaire, sur de la santé, sur de l'employabilité, je parlais de cailloux tout à l'heure. Et c'est vrai que la technologie, pour revenir à la question, elle aide un peu partout là. Parce que quand on mesure l'impact social, ça suppose qu'il faut avoir des data, des données. Ces données, on les mesure au fur et à mesure de son activité. Il y a des systèmes d'information, comme on les appelle, qui permettent de connecter des données. Il y a des big data, on va faire parler ces données avec des données externes à l'entreprise pour les comparer et comprendre qu'elle a un impact supérieur à notre environnement. On parlait de la productivité d'une ferme de permaculture double que celle d'une activité industrialisée agricole. Ça se mesure. Ça se mesure en termes de productivité, de rendement, etc., par rapport à des normes de défense. Bon, je m'arrête là, mais il y a des exemples multiples qui montrent que la conjonction, finalement, c'est la vision qu'on a chez Leaf4Good, de l'entreprise, avec impact social et numérique combiné, c'est une combinaison qui peut faire du bien. Donc, on a 3 intervenants très optimistes pour notre futur. C'est plutôt encourageant. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos intervenants sur cette question de l'impact de l'ESS et de l'avenir positif, donc, qui nous attend? Question, pas question? Ouais, petite question de notre intervenant de ce matin, de Happy Afrique, Abdoulaye. Bonjour. En fait, moi, je voulais savoir, vous disiez tout à l'heure que, en tout cas, vous avez demandé qu'est-ce que vous aimeriez, comment consommer en 2050. Ah, excusez-moi. Comment consommer en 2050 50% qu'on passe en biocop. En bio. Bien sûr, biocop. Ça lui va aussi. Hein. Ça me va aussi. Mais pourquoi 50%? Pourquoi je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire tout en bio? Donc, je dis pas demain, mais je vous dis dans 16 ans, dans 15 ans. Je trouve ça. On ne pourra pas nourrir tout le monde en bio? Si, ça, alors là, il y a eu des rapports faits par l'ONU, par la FAO, etc., qui montrent qu'on peut nourrir 9 milliards d'habitants en bio sans problème. Ça, alors là, par contre, les calculs sont faits. Donc, moi, je reste prudent, c'est la résistance au changement que j'intègre là-dedans. C'est pas que techniquement, c'est pas possible, parce que ça, si on décide aujourd'hui qu'on interdit la chimie lourde, qui est très très impactante sur la santé et de l'environnement et de l'humanité, et qu'on dit on fait un plan à 10 ans pour interdire tous les ingrédients chimiques et donc de faire que du bio, techniquement on peut, hein. Comme ça on sait faire, ça c'est pas. Mais c'est un monde qu'il faut arriver à transformer progressivement, c'est pour ça que je le dis sur ce ton prudent, mais si je n'écoutais que mon optimisme, j'irais beaucoup plus vite, hein, c'est clair. Et du coup, je rebondis du coup sur la question et je te laisse ensuite la parole, Manu. Comment on fait pour limiter ces freins, justement, au changement de la vie? Moi, typiquement, j'en ai. Mais je pense que vous avez raison. Mais comment je fais? C'est quoi mes petits pas pour aller plus vers cette logique durable et bio? Les petits pas. Moi, je pense que le levier principal pour accélérer ces levées de frein, c'est vous, hein. C'est vous, c'est la façon de conscientiser le choix qu'on fait, etc., et de tourner le dos à tout ce qui devient toxique, négatif, etc., quoi.
globalement, c'est ce qui a fait les plus gros changements jusqu'à maintenant autour de ces questions-là, c'est quand les consommateurs ont arrêté d'acheter ce qui devenait inconvenant, quoi. Et il y a eu des exemples majeurs. Hein. Donc le chemin est commencé pour moi, et je pense qu'il va s'accentuer, il va s'accélérer, ça me paraît clair. On est d'accord que c'est compliqué de passer de la situation actuelle à, par exemple, moi, je mange quasiment pas bio, je vais pas passer du jour au lendemain à manger tout bio. Du coup, je fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Un grand nombre qui fait un peu, ça fait déjà bouger beaucoup. Un grand nombre qui commence à être même que des particuliers, sans parler d'industrie, à abonner à ENERCOP pour changer le modèle de sourcing énergétique. Ça fait changer énormément de choses et ça fait que les grands acteurs se posent des questions. Tu disais tout à l'heure. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut que chacun fasse un petit peu. On n'a pas conscience du poids énorme que ça a, le petit peu de chacun. Peut-être compléter parce que si on se projette à 2050, moi si la question tu m'avais posée comme ça, j'aurais pas dit 100% renouvelable en France. Or, de la même manière, il y a des rapports de l'ADEME, de l'Agence internationale de l'énergie, de tout un tas de gens qui sont très sérieux et crédibles, qui disent que c'est tout à fait possible. En fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une volonté politique, c'est un choix politique. Et aujourd'hui, par exemple, se débarrasser de tous nos réacteurs nucléaires et d'avoir une énergie 100% renouvelable en France, c'est juste un choix. 2050, c'est dans 30 ans, un peu plus de 30 ans. Il faut juste programmer, il faut juste fixer des échelons, des étapes. Ça ne sera pas du jour au lendemain, ça ne sera pas le retour à la bougie, on entend tout un tas de choses incroyables. Voilà. Mais c'est juste une volonté politique. Et alors la question, c'est pourquoi on ne rentre pas, pourquoi ça n'avance pas? Parce que derrière, il y a des pouvoirs économiques qui sont forts, qui sont puissants, il y a de l'emploi, et ça angoisse aussi. Les 30 ans, ça laisse le temps d'imaginer des plans de formation, et des gens qui sont des Jedi ou des ingénieurs en nucléaire, formés en renouvelable. On a quand même en France des capacités de formation et des talents incroyables. Donc tout ça, ça doit se mettre en place. Et c'est vrai que ça ne se fait pas, parce qu'il y a une frilosité. Ça ne va pas se faire dans les prochaines échéances électorales, ça c'est sûr. Après, on ne sait jamais, c'est un peu la patate chaude que tout le monde se refile, parce que c'est, je revois ce que je disais tout à l'heure sur la flemme, c'est pas simple, quoi. Il faut changer les systèmes économiques, il faut faire mourir des industries, en créer des nouvelles, et on a des traumas derrière nous, on l'a mal fait, on se dit qu'on va mal le faire, mais non, il faut bien le faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je redis ce qu'a dit Claude, c'est-à-dire on peut voter. Bon, ça ne change pas grand-chose, il faut voter, hein, mais force est de constater que ça ne change pas grand-chose. Et surtout, notre pouvoir d'agir aujourd'hui, c'est de consommer, et c'est peut-être aussi de dénoncer. Voilà, parfois à certains moments, il faut être un tout petit peu plus, je pense, brutal et réactif. On peut aujourd'hui dénoncer, hein, on peut faire des boycotts, on peut dire qu'il y a des entreprises qui ont des pratiques vraiment très déplorables. Hein. Tu parlais de la chimie, il y en a certaines, on peut les citer, mais c'est vraiment atroce. Et dans l'énergie, c'est également pareil, c'est-à-dire que, je reprends l'exemple des gaz de schiste, du pétrole ou de l'uranium, c'est vraiment pas beau. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut agir par sa consommation, c'est l'action la plus efficace, hein, c'est celle que tout le monde entend, hein, moi je mets mon euro là, je ne le mets pas là. Mais il faut aussi, de manière citoyenne, dénoncer, il faut même aller peut-être jusqu'à la désobéissance civile à certains endroits. Je pense que quand on fait des blocages, ou quand on manifeste, ou quand on s'oppose à quelque chose, on est hors la loi, mais la loi elle est faite d'une certaine manière, et la loi pour qu'elle évolue, à un moment donné, il faut la titiller un peu. Donc voilà, c'est pas des choses simples à dire, mais de toute façon, il faut qu'on se bouge un peu, parce qu'en réalité, si on ne bouge pas de manière de consommer, si on ne bouge pas les équilibres économiques, environnementaux, sociaux en place aujourd'hui sur la planète, tout le monde sait que ça va être quand même très dur dans les années à venir. Mais ça va bien se passer. Il faut être optimiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc c'est de l'autre côté. Je voulais juste faire une remarque pour relier à ce que vous avez dit tout à l'heure avec l'agriculture, c'est pas forcément notre domaine. Mais pour parler aux étudiants qui sont là, on a 3 jeunes diplômés qui ont fondé justement une société qui s'appelle MyFood, qui sont des serres connectées autonomes, qui justement, voilà, avec plein d'électronique, de l'embarquer, ce qui est votre domaine, mais appliqué justement à ce domaine-là pour essayer d'avoir un certain niveau d'autosuffisance. Alors ça va peut-être pas vous aider pour les 50% de biocoque, mais voilà. Merci. Il y avait une autre question tout là-bas. Sinon, tu peux parler très fort. Ah, une autre aussi là. Okay. Comment vous êtes
être représenté au niveau de politique, au niveau de... Est-ce que vous avez des lobbies? Je ne sais pas comment la DECOP et la COP et tout ce qui est des entrepreneuriats sociales qui sont faits au niveau des entreprises, comment sont représentés au niveau politique? Je vais bien donner un élément de réponse. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, je ne sais pas si vous l'avez rappelé ce matin, on dit que c'est à peu près 10% du PIB, 2 millions d'emplois. Voilà, donc c'est une force significative. Hein. Et pourtant, cette force, elle n'arrive pas à être représentée de manière efficace. Donc il y a eu une loi ESS, mais alors elle a été vraiment votée au bout des doigts, parce qu'il y a un ministre qui s'est un peu battu pour. Il y a des instances, il y a une chambre française de l'économie sociale et solidaire qui est censée représenter tout ce secteur auprès des pouvoirs publics, mais qui est totalement inefficace. Il y a effectivement cette question-là de comment cette force, en fait, elle peut se fédérer. Et je crois que malheureusement, ça va être difficile de la fédérer de manière collective, parce que c'est très disparate. L'ESS, vous avez dû en parler, entre la petite asso de quartier et puis la banque coopérative ou l'assurance mutualiste, bah, évidemment, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes prismes, c'est pas les mêmes besoins. Moi, je représente l'économie sociale et solidaire dans une instance nationale qui s'appelle le Conseil national de la transition écologique. Et donc, j'ai l'opportunité de porter la voix de l'ESS dans un machin qui donne son avis sur les lois biodiversité, lois transition énergétique, les décrets. Et force est de constater que l'économie sociale et solidaire n'arrive pas à se fédérer et qu'elle a mis le paquet sur le sujet social et que le sujet environnemental ne l'intéresse pas beaucoup, lui fait un peu peur ou elle ne sait pas comment y aller. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des collectifs plus restreints, et il y en a un que je peux citer, qui s'appelle le collectif pour la transition citoyenne, qu'on a co-créé avec Biocoop, avec la NEF, qui est une banque éthique, avec la plateforme du commerce équitable, avec les Amis de la Terre, des collectifs plus restreints qui peuvent agir et qui peuvent avoir un petit pouvoir d'influence auprès du gouvernement, auprès du législateur. Il y a un réseau qui s'appelle le Réseau Action Climat, qui fait tout un tas d'ONG et qui est très influent. Et dans le débat sur la loi de transition énergétique, ils ont déposé des amendements, ils ont fait du lobbying auprès des députés, des sénateurs, des administrations, ils ont été ultra efficaces. Voilà, donc je pense qu'attendre quelque chose de l'économie sociale et solidaire dans son ensemble, c'est un peu compliqué, on peut y arriver. En revanche, peut-être, sur certains sujets, l'entrepreneuriat social, le MOVE, est assez actif. Hein. Il y a le MOVE, alors pour compléter, peut-être, le MOVE est une organisation en France qui fédère, c'est de fédérer un petit peu ces entreprises sociales. Alors pas forcément qui vont être opératives et mutuelles, mais c'est un mouvement, d'ailleurs, quand on a commencé, je suis allé les voir. Ils nous ont aidés à réfléchir un petit peu aux différentes formules, et ça peut être M-O-U-V-E-S, le MOVE, voilà, et qui fait des partages d'expériences, qui va définir un certain nombre de pistes pour des entrepreneurs sociaux. Après, vous avez le mouvement des jeunes et Actus aussi, qui fait ça au niveau du réseau d'écoles, d'universités. Enfin, il y a pas mal de formes qui existent. Maintenant, par rapport à la question du politique, il y a des causes qui ont leurs propres organisations représentatives, on va en parler. Moi, je suis convaincu que c'est l'entrepreneuriat social dont je parlais, et va être un enjeu politique même de la prochaine élection. Je suis certain. D'ailleurs, on voit certains candidats. Macron, il est entouré d'entreprises sociales. Quand il fait la France en marche, il avait vu un certain nombre d'entreprises sociales en marche. Le service civique en France, vous connaissez peut-être. Notre président a annoncé quand même des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de services civiques dans les 2-3 années qui viennent. C'est pas anodin non plus, hein, parce que ça s'enlève des statistiques du chômage aussi. Pas civique, hein, parce que c'est de belles expériences. Donc je le dis positivement, ce sont de belles expériences. Là, ça ne veut pas dire que ça crée un emploi tout de suite derrière, et ça éveille plein de jeunes qui ont eu l'opportunité de faire un service civique, dont on travaille. Je ne l'ai pas beaucoup dit, mais on travaille plein d'associations différentes, parce que tout ça, on ne trouverait pas les jeunes, hein, c'est évident, même si c'est un site web, c'est plutôt des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. On travaille par exemple des gens comme Unicité. Unicité, Marie Trellican, qui est quelqu'un qui, depuis 20 ans, après être sorti des sectes, a milité littéralement, et c'est elle qui a fait émerger, d'une certaine manière, le service civique en France. Donc il y a une forme de lobbying qui arrive d'entrepreneurs sociaux. Le statut, je crois, je vérifie toute réserve, il y en a dans la salle qui le connaissent, entrepreneur étudiant, c'est Dominique Restineau qui a beaucoup collaboré et influé un certain nombre de ministères pour dire un étudiant, il peut être aussi entrepreneur. Et il faudrait un statut qui permet de
faire vivre ça alors qu'il est en train d'étudier, etc. Donc, il y a un impact, hein, c'est pas anodin, je pense, de tous ces acteurs qui, directement, indirectement, impactent le milieu politique. Il ne faut pas passer trop de temps là-dessus. Enfin, moi, j'ai un regard personnel là-dessus, parce qu'on oublie l'essentiel qui sont la cause des choses dont on doit faire tous les jours, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Mais par contre, il y a des aides qui existent aussi, il y a des moyens de support. Et dans la mesure où ça devient un enjeu social de création d'emplois et économique, il faudrait être totalement idiot dans les sphères politiques pour l'ignorer. Donc je pense que c'est pour ça que ça devient un véritable sujet politique, j'en suis certain, qui va être de plus en plus traité, je n'avais pas utilisé un autre mot, par des hommes politiques. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une dernière question là-bas. Bonjour, alors moi j'ai deux questions. Tout d'abord, vous avez parlé du rapport de l'ONU qui faisait des prévisions sur le fait qu'on pouvait mourir 9 milliards d'habitants en 2050. Mais je voulais savoir est-ce que ça avait un réel sens de faire des prévisions sur 30-40 ans, sachant qu'on n'est pas dans un monde statique mais plutôt dynamique. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas prévoir qu'on allait vivre dans le monde dans lequel on est. Et voilà, ça c'est ma première question. Ensuite, ma deuxième question, c'est j'aimerais savoir, excusez-moi, j'ai trop de mémoire. Bah, il faut répondre à la première question si tu préfères. Pile. Débrouillez-vous avec ça. Non, mais les prospectives, moi je pense particulièrement à un rapport qui est celui d'Olivier de Scutter, qui est un Belge, qui a été en charge par l'ONU de regarder les questions d'autonomie alimentaire sur la planète et d'en faire un peu de prospective, etc. Donc ça, c'est disponible, vous le trouvez sur Internet, et là vous avez toute la démonstration autour de la question de l'autonomie alimentaire pour l'humanité dans les années qui viennent, à travers les modèles agricoles, à travers les modes de production, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails autour de comment c'est possible, parce que c'est un rapport qui est assez complet et assez complexe, mais hyper intéressant, et assez complexe, hyper intéressant. Et la deuxième partie de la question, que vous évitiez de partir des échanges commerciaux à chercher des produits. Dans l'échange commerciaux à chercher des produits modélisés, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a une durabilité nouvelle? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est une durabilité nouvelle? C'est parce que ça a du sens qu'on en fait le choix. C'est dans ce sens-là qu'il faut regarder. L'économie mondialisée, c'est dans ce sens-là. Mais après, dedans, quel choix on fait pour faire quoi? C'est vraiment la question chez Gopop, c'est dans ce sens-là qu'on pose la problématique chez Gopop. C'est-à-dire qu'on veut avoir un impact sociétal, environnemental, dans la question du poids de CO2 dans l'assiette du consommateur. Donc on a dit le moins de kilomètres CO2 possible. Donc proximité, donc on favorise, et nous on finance même l'aide à l'installation d'agriculteurs de proximité autour des magasins, etc. Déjà ça. Ce qui veut dire que dans notre métier de commerçant, on dépense beaucoup d'argent sur des actions qui n'ont rien à voir avec le métier de commerçant. Ça aussi c'est, quand on parle d'économie, de bonté, etc., moi je pense pas au numérique, mais je pense à ça, c'est-à-dire le fait de regarder ce dont on a besoin pour aller au bout du chemin de la cohérence et dans l'alignement de ce qu'on veut être en termes entrepreneurial et en termes d'entreprise, donc de créer tous les outils dont on a besoin pour augmenter cette cohérence. Donc si on ne trouve pas tous nos besoins tels qu'on les veut, on crée des outils pour. Donc on a monté une filiale à Biocop qui est une société de capital développement, et son objet c'est de financer le développement de l'agriculture biologique, d'outils de transformation autour de l'agriculture biologique pour que les filières puissent finir leur chemin, pour que ce soit cohérent et qu'on ait bien des matières premières alimentaires d'origine France, mais qu'on ait aussi des entreprises françaises sur les territoires qui les transforment, qui les stockent, qui les découpent, qui les travaillent, qui font des produits transformés, etc., pour arriver jusqu'au consommateur. Donc ça, c'est des éléments qui sont enfin pour moi, c'est des éléments forts. Il faut se priver de rien sur le fait d'entreprendre autour de son cœur de métier pour pouvoir être le plus cohérent possible. Si on a une minute, je veux bien vous partager ce qui peut être un scoop, parce que c'est tout à fait récent, pour dire jusqu'où on va au bout du chemin.
on a un problème de modèle économique et l'économie est portée par la monnaie. Et aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement de notre système monétaire international, et tu as fait allusion tout à l'heure sur les crises potentielles qui nous attendent, qui rassurent absolument personne, c'est de se dire, mais au fait, l'argent disponible sur la planète, il n'y en a jamais autant eu. La richesse sur la Terre, il n'y en a jamais autant eu. L'homme a accumulé une quantité de richesse, à tous les sens du terme, hein, en savoir, etc., mais notamment sur un plan monétaire, comme on n'a jamais eu. Et cet argent, aujourd'hui, 98% de l'argent qui circule sur la planète file à la spéculation, c'est-à-dire l'argent qui tombe sur lui-même. Ne sert pas l'économie réelle, ne sert pas l'activité humaine. Quand on voit un truc comme ça, on se dit, mais c'est quand même impressionnant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont cherché à utiliser une monnaie complémentaire à celle-là pour redévelopper l'économie réelle. Il y a plein de pays qui ont développé des monnaies complémentaires. En France, il n'y a pas une monnaie nationale complémentaire, il y a des monnaies locales complémentaires, vous avez sans doute entendu parler, qui existent dans plein d'endroits, puisqu'il y en a une grosse soixantaine aujourd'hui qui existent en France. Et bien, fort de ce souci-là, chez Biocop, on a co-créé avec d'autres une monnaie complémentaire nationale. Elle est sortie le 3 octobre, donc c'est tout à fait récent, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu une info un peu annonce. Et Copec, vous pouvez maintenant aller sur Internet, trouver cette monnaie, aller sur le site, adhérer à Copec et échanger et commencer à utiliser cette monnaie-là qui est une autre monnaie. Et l'objectif politique de cette monnaie, c'est quoi? La lutte contre la pauvreté et la création d'emplois. C'est que ça. Et comme elle est que numérique, eh bien, on pourra vérifier si ce qu'on a dit et ce qu'on annonce et ce qu'on veut va vraiment au bout du chemin. Et on va vraiment le regarder de près. Et tous les euros qu'on va stocker en contrepartie de la création de cette monnaie, puisque les instances financières nous obligent à la convertibilité permanente, eh bien, les euros qui sont stockés dans une banque, en plus, on a demandé à ce qu'ils financent une certaine économie. L'agroforesterie, un modèle d'agriculture, la production d'énergie renouvelable, etc., etc. Donc tout cet argent-là va en plus aller créer des emplois et financer ce modèle d'économie-là. Mais voilà, ça c'est des initiatives qu'il faut prendre pour aller jusqu'au bout du chemin dans le modèle qu'on veut soutenir pour faire. Et des exemples, il y en a plusieurs comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on a appris des bonnes nouvelles aussi. Je pense qu'il faut aussi retenir le pouvoir d'agir qu'on a entre les mains chacun pour construire le monde de demain. On l'a beaucoup entendu. Ça réside dans chacun d'entre nous. Et d'avoir des conseils d'experts comme vous sur différents domaines, je pense que ça nous aide à aller vers le bon chemin. Donc merci encore. Pour vous ouvrir justement sur la suite, parce que là, ce serait vraiment trop dommage de sortir de ces conférences et de retourner à son quotidien, puisqu'on sait que le changement, c'est maintenant. J'ai du mal à la sortir, celle-là. Bon, moi j'y crois. En tout cas, le changement, c'est nous. Et l'avenir, c'est nous qui le créons. Donc là, tout de suite, l'événement n'est pas complètement terminé. Il y aura une dernière partie de stand que Raoula va vous présenter dans un instant. Et puis un petit cocktail aussi. Pour vous redonner une dynamique pour la suite. L'événement va bientôt se terminer. Mais moi, je vous invite personnellement à l'Entrepreneurship Festival. L'Entrepreneurship Festival, c'est un événement européen qui vous invite à prototyper les entreprises de demain. On parlera de tous ces enjeux, d'économie, d'éducation, d'open source, on parlera d'égalité des chances, on parlera de blockchain, on parlera même amour et sexualité, on abordera tous les enjeux de société, on vous permettra à vous de vous engager, de prendre part dans ces enjeux, et on vous parlera de tous les acteurs clés dont font partie Biocop, Enercoop, Microsoft, Live for Good. Vous pourrez mieux comprendre tous ces enjeux et prendre part à ce changement à partir du 19 octobre, ce qui a lieu le 19 octobre, toute la journée, sur le campus parisien de l'ESCP Europe. Je pense, puisque c'est moi qui porte ce projet, que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à porter le changement que vous voulez voir dans le monde, pour ne plus reprendre Hollande, mais reprendre Gandhi. Voilà, hein, j'évolue avec le temps aussi. Il y a plein d'autres initiatives qui existent. Je pense notamment au guide Changer le monde en 2 heures. On parlait tout à l'heure de paresse, de flemme. On n'est pas un super-héros, personne n'est en Superman ou une Superwoman, mais on a tous un peu de pouvoir. Et je trouve que ce guide qui a été écrit par Pierre Chebel il y a 1 an et qui sort son 2e guide cette année peut permettre à chacun d'avoir un vrai impact en très peu de temps.
Et je veux aussi souligner, donc je vous rappelle, ça s'appelle Changer le monde en 2 heures, et il y a le 2e tome avec Enercoop qui sort très bientôt, là, dans un mois, il me semble. Il y a aussi la conférence de lancement du livre qui arrive bientôt si ça vous intéresse. Donc voilà, prenez conscience de votre pouvoir, faites-le, et surtout, gardez en tête que c'est du fun. Moi, j'ai jamais autant kiffé ma vie que depuis que je connais l'engagement social. On rencontre des gens incroyables, on fait des projets qui nous tiennent à cœur, on voit qu'on peut avoir un impact et qu'on peut construire le monde dont on rêve. Donc ne baissez jamais les bras sur cette vision d'un monde qui vous plaît, et surtout, soyez-en acteurs. Merci beaucoup à tous. Qui était à l'initiative de cet événement. C'est très important d'avoir des entrepreneurs qui proposent des projets. C'est très important aussi d'avoir des followers, parce que sans followers, il n'y a pas de projet, rappelons-le. Donc bravo à toute l'équipe qui a construit ce forum de A à Z. Bravo en particulier à la junior entreprise de l'NCA qui a beaucoup travaillé dans l'ombre, et c'est important de les mettre un peu dans la lumière. Donc bravo à tous, je vous invite à vraiment les applaudir à nouveau.